C'est bon pour les micros? Ouais, bon, je peux le faire aussi sans micro, mais apparemment, il y a un enregistrement. Je vais pas être très longue, donc je suis Abla Ben-Miloud-Fauché, chef de mission stratégie prospective et numérique au Centre des Monuments Nationaux. Donc le Centre des Monuments Nationaux, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est le premier opérateur touristique et culturel en France, avec 10 millions de visiteurs. On a à nouveau réatteint les 10 millions de visiteurs l'année dernière et on mène des expérimentations depuis plus d'une dizaine d'années sur des sujets assez variés et on a créé l'incubateur du patrimoine en 2017. Donc là, c'est les 5 ans de l'incubateur. On va faire un événement à la rentrée prochaine. Donc je voulais juste introduire et dire quelques mots sur la politique d'innovation du Centre des Monuments Nationaux. Avant qu'on fasse un focus sur l'incubateur et la promo de cette année, sur les différentes modalités en fait d'expérimentation au Centre des Monuments Nationaux. Il n'y a pas que l'incubateur, donc l'incubateur c'est une des modalités, mais on mène aussi des expérimentations par ailleurs. Donc on a actuellement une grosse expérimentation de tiers-lieux qui est menée dans 2 de nos monuments, donc le château de Jossigny et à partir de cet été aussi le château de Châteaudun. Et là on est sur un autre type d'innovation, d'innovation sociale. Le but c'est de renforcer notre ancrage territorial et de mettre encore plus nos monuments au service des habitants et du territoire. Donc là, on expérimente sur 2 monuments, mais vraiment le but, c'est de passer à l'échelle et de mettre à disposition donc des espaces dans nos monuments pour des acteurs locaux, des habitants, des associations, des startups. Donc ça pourra aussi intéresser des porteurs de projets innovants. Donc ça, c'est une deuxième modalité outre l'incubateur. Et puis on en a une troisième. Donc on avait mené en 2020 une grosse expérimentation de visite guidée à distance avec des acteurs privés, donc My Tour Live, Conférencia aussi, qui est maintenant partenaire du CMN et qui a été lauréat cette année là du CITEM. Et à l'issue de ça, on a déposé un projet dans le cadre du PIA4, numérisation du patrimoine et de l'architecture, et donc un programme de 3 ans où on est tête de file d'un consortium public-privé avec 3 acteurs privés. Et là aussi, on mène des expérimentations pour mieux valoriser en fait les jumeaux numériques de nos monuments en médiation et puis aussi en B2B sur de nouveaux marchés comme celui des décors virtuels. Et dans la prolongation de ce programme CMN numérique dans le cadre du PIA, on va mener une expérimentation NFT et Web3. Voilà, c'était juste une petite aparté et je passe la main à l'équipe de l'incubateur et aux startups qui sont incubées cette année. Merci. Merci Abla. Donc l'objectif de cet atelier, pendant ces 40 minutes ensemble, c'est de vous présenter les modalités de l'incubateur du patrimoine et de vous présenter aussi le retour d'expérience des principaux concernés, à savoir nos startups que nous accompagnons toute l'année. Donc nous sommes à la 5e édition de l'incubateur du patrimoine, lancé en 2018 dans un objectif d'ouverture au plus grand nombre de nos 100 monuments dans toute la France, puisque le Centre des Monuments Nationaux ouvre à la visite, restaure et accueille des visiteurs dans toute la France. On a une centaine de monuments de toute typologie, diverses et variées. Donc pourquoi un incubateur dans un établissement public comme le nôtre? Nous avions à cœur d'aller à la recherche d'innovations variées pour faciliter l'accès aux monuments, mais aussi diversifier les manières de proposer la mise en visite, trouver des nouvelles sources de revenus et de nouveaux usages aussi à diversifier pour nos monuments. Donc c'est pour ça que depuis 5 ans, nous travaillons avec des porteurs de projets dans une démarche d'open innovation et de réponse à des besoins que nous adressons à partir des sites et des agents du Centre des Monuments Nationaux qui sont partie prenante de ces expérimentations puisqu'ils sont les premiers acteurs au sein des sites. En quoi consiste en 2 mots
notre programme. Nous accueillons pendant 1 an des porteurs de projets qui ont une expérimentation à mettre en œuvre. Donc notre enjeu, c'est vraiment de tester, définir ensemble les enjeux et les méthodes d'évaluation sur l'année d'expérimentation, où nous allons pouvoir procéder avec des méthodologies de test and learn, de tests avec des utilisateurs en conditions réelles, d'amélioration de la solution et du produit, pour aboutir au bout d'1 an à un bilan qui permet à tous de repartir avec des améliorations du produit et puis des arguments aussi pour le commercialiser derrière ou le pérenniser dans le réseau des 100 sites du CMN. En parallèle de cette expérimentation, nous menons en effet des actions de valorisation aussi des startups. Nous sommes ici, nous avons 5 stands. N'hésitez pas à venir nous parler derrière cet atelier. Nous avons un programme d'experts du CMN qui viennent intervenir auprès des porteurs de projets pour partager leurs expertises et répondre aux besoins d'accompagnement, de formation, vraiment en interne et aussi en externe pour mobiliser des acteurs. Nous sommes accompagnés par une agence de design parce que nous pensons que le parcours utilisateur est vraiment au centre de ce qu'on mène. Donc on a à cœur d'être accompagnés sur toute la définition du parcours par des designers dont c'est le métier de remettre au cœur les méthodologies utilisateurs. Et nous accordons une bourse pour aider les startups, les entrepreneurs à mettre en place ce projet d'expérimentation. Voilà un exemple de formation. N'hésitez pas à venir nous parler si vous avez un projet suite à cet atelier. Nous avons accompagné des porteurs de projets très variés depuis le début, très tournés sur le numérique dans un premier temps, l'accueil du public. Et l'intérêt de cet atelier et de cette promotion, c'est justement de vous présenter peut-être notre évolution. Puisque à partir de 2022, nous avons décidé d'aller chercher des porteurs de projets dans le domaine de la transition environnementale afin de répondre aux besoins du secteur, particulièrement du patrimoine. Et j'ai donc autour de moi 5 porteurs de projets qui répondent à ces enjeux. Ils vont pouvoir répondre à nos questions et je voulais vous annoncer que nous lancions la 6e promotion et nous avons lancé l'appel à projet en parallèle du CITEM. Donc n'hésitez pas à partager et aussi à candidater si vous avez un projet d'expérimentation en lien avec tout ce qui est de l'ordre de la responsabilité environnementale, sociale, l'inclusion des publics, l'ouverture à des nouveaux usages et également tout ce qui est lié à nous aider dans la transition écologique du patrimoine. Nous sommes tout à fait là pour discuter de vos projets et vous accompagner dans le dépôt de votre candidature pour expérimenter avec nous. Donc je vais demander à chacun de nos startups de se présenter, puisque c'est l'idée d'avoir un retour d'expérience aujourd'hui pour que vous puissiez aussi vous projeter dans en quoi consiste cet accompagnement. Alors peut-être Jérôme, est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise et de pourquoi tu as rejoint l'incubateur du patrimoine cette année? Est-ce que ça marche? Ça marche. Merci Anna. Donc Zent, nous on est une entreprise qui travaille sur 2 volets là pour le CMN dans le cadre de l'expérimentation. Donc on a construit un centre de données à Avignon intégré dans un tiers-lieu culturel qui est une salle de théâtre et qui est alimenté en énergie renouvelable à 100%. Donc, on garantit cette énergie pour nos services numériques. Et donc, on est en mesure de pouvoir héberger des services numériques de manière complètement alimentée par des énergies renouvelables. C'est traçable et on est capable de fournir cette traçabilité de données et d'énergie pour des expérimentations comme le CMN. Donc ce que Anna rappelait, c'est que cette année aussi de plus en plus les demandes pour l'évolution des visites vont vers de l'immersivité. On le voit dans le salon, et il y a un besoin justement de répondre à des questions qui sont plutôt environnementales. Et dans le cadre de l'expérimentation que nous menons avec le CMN, c'est de mettre une plateforme d'immersivité et de tester différentes solutions d'immersivité, comme la solution de Tamanoir, qui est aussi incubée, mais également des solutions d'immersivité collaborative avec Mira ou également MyTourLive, et de pouvoir sortir des mesures dans de l'éco-conception
à partir de bases de données qui sont des bases de données scientifiques et des mesures qu'on est capable de collecter au niveau de notre centre de données, de pouvoir fournir des métriques et puis donner voilà quel est l'impact du numérique sur ce type d'outils pour le CMM. Donc c'est le cadre de l'expérimentation. C'est ça, puisque dans les sous-thématiques que nous avions adressées aux porteurs de projets pour cette promotion, il y avait notamment l'enjeu de sobriété numérique auquel nous sommes confrontés dans nos métiers, voilà, avec la constitution de services numériques, et on avait aussi à cœur de réfléchir à comment on peut être plus vertueux sur ces domaines-là. Ce à quoi Zent répond totalement. Élodie peut-être? Bonjour à tous. Nous, c'est Urban Canopy. Notre but, c'est de créer des îlots de fraîcheur et en fait de rafraîchir les espaces par du vivant, par du végétal, partout où on n'a pas forcément de solution ou mettre de la pleine terre. Donc, sur la petite photo, là, on voit avec un quart du visage peint en vert, parce que si on végétalise un quart des villes en plus, 25%, on peut baisser sa température de 2 à 4 degrés. Donc il faut végétaliser, mais malheureusement, justement, dans les espaces denses, minéralisés, bétonnés, avec des réseaux souterrains, problématiques de charge, parking, on ne peut pas forcément planter, malheureusement. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est des solutions pour revégétaliser justement ces espaces avec un minimum d'emprise au sol, avoir un maximum de couverture, de faire en fait des canopées urbaines avec des pots qui contiennent des réserves de substrat, des plantes grimpantes qui vont venir en fait tapisser et couvrir un maillage en matériaux composites. Donc ce qu'on a décidé d'expérimenter, nous, c'était sur 2 volets, de tester un nouveau modèle qui sont des petites canopées autostables reliées entre elles, avec aussi des toiles d'ombrage en attendant que les plantes poussent pour avoir tout de suite l'effet fraîcheur, et aussi de tester un site culturel où là le but c'était de vraiment faire partie intégrante d'un parcours de visite et de aussi marquer l'arrêt pour le visiteur avec la présence d'assises en fait sur ces canopées, vraiment marquer l'arrêt dans un parcours et permettre aux personnes de pouvoir se poser, se restaurer. Donc c'est l'abbaye de Montmajour qui a été sélectionnée. Alors là, ça peut paraître un peu étrange parce que si on voit des photos, n'hésitez pas à venir sur notre stand, il y a des visuels. On voit de la terre en dessous. Donc là, on peut se dire, mince, pourquoi on n'a pas planté? Tout simplement parce que le mur de l'abbaye aurait été trop fragilisé. C'est donc malheureusement pas possibilité de mettre des racines. Et d'ailleurs, il y a un olivier qui avait été positionné à cet endroit-là, qui a malheureusement été rasé. Donc ici, pas de possibilité, donc d'où la présence de ces canopées végétales. Voilà, là on s'inscrit typiquement dans un exemple où nous, on a des besoins très forts qui nous sont remontés par tous les monuments du sud de la France qui ont fait face à des fortes chaleurs, particulièrement l'été dernier. Donc nous, on a été justement réfléchir via cette structure qui est l'incubateur, à des porteurs de projets pour tester des solutions de rafraîchissement et d'amélioration du confort du visiteur et qu'on peut déployer assez rapidement. Et là, on a été chercher dans un domaine qui n'était pas le nôtre, puisque c'est la première fois que Urban Canopy travaille dans le secteur culturel et plus particulièrement patrimonial, plutôt habitué à des clients écoles, villes. Donc c'était l'idée d'aller chercher des solutions extérieures pour tester des besoins, répondre à des besoins très très imminents, et à l'inverse, on pourra en parler plus en détail après, mais s'adapter aussi à toutes les contraintes monuments historiques pour la start-up qui découvre aussi un univers un peu nouveau où installer ses canopées. Voilà le type de rencontre qu'on peut faire à l'incubateur. Alors peut-être pour continuer, on est aussi dans un autre secteur qui est un peu inhabituel pour nous, mais qu'on est curieux de découvrir. Bonjour, donc moi je représente FarmCube. On est aussi une société très basée sur le végétal. Donc c'est vrai qu'à la base on peut sembler assez éloigné du CMN et de l'incubateur du patrimoine parce que nous on est des accélérateurs de recherche et des concepteurs de technologies dans le végétal. C'est-à-dire qu'on va créer des chambres de culture pour entraîner les plantes à pousser, soit dans des meilleures conditions, soit dans des conditions réelles pour les préparer à la transplantation en pleine terre, ou en champ, ou etc. Donc en fait, on a rejoint l'incubateur du patrimoine au départ un peu par hasard, parce qu'ils nous ont contactés, ils étaient intéressés par peut-être imaginer installer nos machines de culture dans des centres historiques.
Et puis après, à force de réfléchir entre nous, de discuter, on s'est rendu compte qu'en fait, nos machines étaient peut-être plus adaptées à faire une conservation du végétal et à retravailler sur les jardins de ces monuments pour les réinscrire dans leur histoire, en fait. Donc, on a trouvé un château, le château Ferney-Voltaire du XVIIIe siècle, qui a eu des problématiques sur son jardin dues à différentes intempéries climatiques, dont les tempêtes de 99, donc ça commence à dater, et qui avaient envie en fait de redonner une histoire à leur jardin qui fait du sens et qui s'inscrit dans leur château du XVIIIe. Donc c'est là que nous on s'inscrit. On a défini avec eux quelles plantes les intéressaient et on les fait pousser dans nos chambres de culture pour ensuite les retransplanter dans leur jardin et pour une meilleure survivabilité. Merci Lise. Et en l'occurrence, là, on était aussi sur des contraintes de stress, de manque d'eau, tout ça, aussi évident que ça le soit en ce moment. Donc il y a tout un travail sur les chambres de culture aussi pour préparer ces plantes-là à une transplantation dans un milieu. C'est ça, ils avaient une seconde demande qui était aussi du coup de moins arroser les plantes. Et nous, c'est vrai qu'on a déjà fait des expérimentations là-dessus avec des résultats prometteurs qui sont de préparer la plante dans nos chambres de culture à différents stress hydriques pour pouvoir l'habituer justement aux sécheresses et à vivre avec moins d'eau. Donc c'est aussi quelque chose qu'on installe dans leur jardin pour que les jardins soient plus résistants. Tout à fait. On a également un fort enjeu d'accessibilité à nos sites. Et voilà, donc aujourd'hui, on vous présente aussi un des projets qui répond à cet enjeu-là. Merci Anna. Bonjour à tous. Station E n'est pas vraiment une entreprise qui est dans le végétal, mais néanmoins dans l'environnement en fait, puisque Station E est une société qui conçoit, déploie et exploite des stations multiservices. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'une station multiservice ? C'est en fait un mobilier urbain très prosaïquement constitué d'une borne de recharge pour véhicules électriques, à côté de laquelle se situe ce qu'on appelle un kiosque, qui a pour vocation d'abriter d'autres services liés aux télécoms, à l'environnement ou à la sécurité. La collaboration avec le CMN est particulièrement pertinente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'offre de Station E dans le domaine de la recharge de véhicules électriques correspond exactement à la clientèle qui va au sein des monuments historiques. Nous avons un dicton chez Station E qui est « chargez-vous sans y penser », un dicton ou un slogan, « chargez-vous sans y penser ». En fait, nos bornes permettent en 1 heure de recharger 150 km. Voilà, du coup, c'est extrêmement adapté à un monument où la visite dure 1 heure, tout simplement, en moyenne. Voilà, et donc nous avons commencé des premières expérimentations à Pierrefonds, voilà, où nous sommes en cours voilà, on essaie de voir avec l'administrateur la façon la plus élégante de mettre notre station, également au château de Saint-Cloud, voilà, au parc de Saint-Cloud. Voilà. Merci. Et pour continuer donc sur cet enjeu de sobriété numérique et également de transmission du patrimoine, le dernier projet dont Rémi va pouvoir nous parler. Tout à fait. Merci Anna. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Rémi Large. Je représente un collectif d'artistes qui s'appelle Tamanoir Immersive Studio. Nous créons des expériences immersives et au tout début de la boîte, nous créons avant tout des expériences en réalité virtuelle. Et au moment du confinement, quand on a dû faire nos valises, et qu'on a ouvert notre armoire, on s'est rendu compte de toutes les technologies obsolètes qu'on ne pouvait plus utiliser parce que la technologie quoi, ça va un peu trop vite et on s'est dit il y a un problème, on n'a plus envie de faire des expériences qui coûtent en termes environnementaux du matériel ultra high tech et dans le même temps on a découvert l'immersion sonore. On a découvert que l'immersion sonore c'était une forme, une des formes les plus poétiques pour plonger des personnes dans un monde, dans un univers, dans une histoire. Et du coup, c'est dans ce cadre-là qu'on est arrivé avec à l'incubateur du patrimoine. C'est dans l'idée de créer un parcours sonore, pour le faire très prosaïquement, mais qui n'est pas non plus une visite, un tour audio augmenté. C'est
Nous, à la base, on vient du spectacle vivant. Je suis ancien danseur, en l'occurrence. Et nous, l'objectif, c'est de ramener un peu du spectacle dans un monument, en l'occurrence le château de Cadillac, en Gironde, où l'objectif, ça va être de créer un événement où il y a une quinzaine de personnes qui viennent, qui mettent un casque audio et qui vont s'immerger dans les cuisines du château et vont revivre un banquet, mais juste au son. Et en fait, nous, notre grande conviction, c'est de croire que ce n'est qu'à travers le geste, le mouvement, qu'on va pouvoir plonger dans une histoire pleinement, qu'on va pouvoir incarner, qu'on va pouvoir s'impliquer. Et donc, du coup, on va demander aux visiteuses et visiteurs de se déplacer, de faire peut-être des gestes, et au fur et à mesure, incarner peut-être un personnage historique. Il y a toute une dimension théâtrale, en fait, qu'on amène de nos précédentes expériences, autour aussi de la danse, et qu'on a vraiment envie d'expérimenter ici dans un monument, puisque c'est pas un lieu auquel on a l'habitude de voir ce type d'expérience. Merci Rémi. Alors peut-être pour synthétiser là, ces cinq exemples, concrètement comment ça se passe en termes de démarche et de calendrier pendant l'année. Donc nous avons ouvert notre appel à candidature il y a 2 jours. L'idée c'est de vous aider à travers ce formulaire à se projeter sur une expérimentation au CMN, parce qu'on va vous demander justement quelle innovation vous avez envie de tester chez nous, comment vous vous positionnez par rapport à votre marché, et voilà, en quoi vous êtes intéressé, par rapport à nos besoins que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Donc on a cet appel qui va durer jusqu'au 15 juin. Ensuite, on va étudier les dossiers et vous proposer de pitcher votre projet devant un jury qualifié à la fois d'administrateurs de sites qui ont aussi en tête les enjeux pour les monuments, mais également de personnalités extérieures qui connaissent aussi très bien nos enjeux, et de directeurs du CMN qui sont aussi très au fait en fonction de leur qualification de la conservation, en passant par les publics. Donc ça aura lieu début septembre. On annoncera ensuite les résultats et on démarre sur une première recherche de terrain d'expérimentation qui peut être un moment très intéressant qui vous permet aussi d'élaborer votre fiche technique et de réfléchir à pourquoi vous avez envie d'aller dans tel site, et en regard de ses contraintes et de ses besoins aussi. Et ensuite, on démarre l'expérimentation à la fin de l'année ou début de l'année suivante en fonction de notre avancement. Pour vous donner un exemple sur le calendrier, aujourd'hui, on a pu déjà installer les canopées avec Urban Canopée à Montmajour, et on commence à rentrer dans une phase de test utilisateur où on va observer les résultats à la fois du projet, du produit, donc la croissance des plantes, mais aussi des retours utilisateurs. On a Tamanoir qui lui a une manière un peu différente peut-être de travailler, mais c'est pour vous montrer la pluralité de nos modes d'action, qui va plutôt travailler sous forme de résidence. Est-ce que tu peux revenir peut-être là-dessus pour nous expliquer pourquoi toi tu as choisi plutôt ce mode-là de projet? C'est comme ça qu'on fonctionne pour toutes nos expériences. Encore une fois, c'est une façon un peu comme tous les artistes, c'est-à-dire qu'on vient sur le lieu pour s'en imprégner pendant une semaine. On fait 3 résidences d'une semaine. Donc là, on vient de faire la première la semaine dernière et on y retourne en avril et en mai. Et en gros, l'objectif, c'est d'arriver, on écrit l'expérience, on écrit un prototype tout simplement qu'on conçoit dans la semaine, qu'on teste à la fin, et on voit tout ce qui ne marche pas, parce que clairement il y a plein de choses qui ne marchent pas, et ensuite on a tout le reste du mois pour réécrire, repenser, reconcevoir. On vient la 2e semaine de résidence, on reteste, etc. Et en fait on fait de l'itération, on fait 3 versions pour qu'à la fin l'expérience qu'on va proposer au public, on l'a tellement testée que on sait que ça va fonctionner à tous les coups. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Tout à fait. Et peut-être un troisième exemple de projet aussi avec Lise et FarmCube, où on a pu se rendre sur site et échanger avec les acteurs locaux également sur les besoins en plantes. On est à la frontière suisse, on se trouve au château de Ferney, donc il y a tout cet enjeu autour de la parfumerie, donc on a pris des orientations aussi dans ce sens. Et aujourd'hui, les plantes vont donc être installées en ferme de culture chez eux à Besançon. Puis voilà, donc on est aussi sur un mode
ça, pour notre technique à nous, c'est vu que c'est du végétal et qui va pousser chez nous, là maintenant on est en phase d'installer les plantes dans nos chambres de culture pour les laisser pousser, et ensuite on va venir les installer sur site. Donc on a prévu une première livraison début juin, où là ce sera des plantes de parfumerie qui s'inscrivent bien dans les parfumeries du 18e. Donc on a sélectionné 3 plantes de parfumerie qui étaient utilisées dans les parfums de l'époque. Et en septembre, on fait une deuxième livraison, cette fois sur des jeunes plants d'arbres. Donc là, saule et aubépine, qui était une demande de l'administrateur pour qui s'inscrit bien dans son jardin. Et donc forcément, les arbres, ça met un peu plus de temps à pousser que des plantes de parfumerie. Donc on vient les livrer en septembre, une fois qu'elles auront bien poussé dans nos chambres de culture. Et on s'inscrit dans un calendrier aussi nous, on a à cœur de partager les temps forts du secteur patrimonial. Donc là, en l'occurrence, vous allez intervenir sur des activités aussi de médiation autour de ce besoin en conservation du vivant, autour des journées des plantes et des rendez-vous au jardin, et également des journées du patrimoine. Donc c'est aussi des temps forts qu'on partage, nous, du monde culturel vers vos entreprises qui sont peut-être pas toujours au fait aussi de ce calendrier-là, et on croise les enjeux là-dessus. Peut-être avant de poser des questions, enfin si vous avez des questions dans la salle, est-ce que vous pouvez en 2 mots nous dire comment déjà ces 6 mois d'accompagnement avec nous ont pu vous apporter une connaissance du monde du patrimoine, chacun? Nous, on est très heureux de travailler avec le CMN. Je pense que on a rencontré aussi et pris conscience, mais ça avait déjà démarré un petit peu avant, de l'importance des assets numériques pour la culture en général, et en particulier pour les musées, dans le cadre de transmission de patrimoine, dans ce type de mission. Donc on a pu accueillir l'équipe du CMN sur notre site à Avignon. Donc on est installé, je disais, dans un tiers-lieu culturel. On a 80 mètres des remparts. On a quand même mis, pour gérer en énergie renouvelable, on a intégré une chaîne hydrogène. On a mis pas mal d'équipements qui permettent d'alimenter nos serveurs, de garantir qu'on est complètement renouvelable. Donc on a pu partager déjà cette première expérience, et donc maintenant on est dans une étape de faisabilité où on travaille avec les acteurs, et le CMN facilite ce travail et est très très impliqué dans ce qu'on fait et les résultats qu'on peut sortir, parce que je pense qu'il y a un intérêt fort. Voilà. Nous, de notre côté, c'est vrai que on n'avait jamais justement touché au milieu de la culture et du patrimoine. Du coup, c'est vrai que c'était vraiment tout nouveau. Nous, ce qui est intéressant, c'est que contrairement en effet aux collectivités où on a vraiment l'habitude, sur un monument, il n'y a pas le service vert, le service technique, le service de la voirie, et donc c'est ce qu'ils recherchent, c'est vraiment une solution aussi clé en main, de bien tout comprendre, comment ça fonctionne, comment aussi l'entretien peut fonctionner, et donc c'était intéressant pour nous de voir que en effet, plus la solution était globale, complète, avec même là on est en train de travailler sur un petit guide d'utilisation, mieux c'était pour le site, pour bien se l'approprier, très clairement. Et puis en effet, ce côté parcours de visite, en effet, nous on n'a pas forcément conscience de ce côté visiteur, comment on peut vivre avec l'objet sur un parcours, puisque nous en effet on est plus sur des lieux où c'est des concitoyens, sur des places publiques ou sur des cours d'école. Donc c'est une autre perception qui est très très pertinente. Donc nous, c'est vrai qu'on apprécie beaucoup être incubé à l'incubateur du patrimoine pour différentes raisons, parce que pareil que pour Urban Canopée, on n'avait pas pensé forcément à tout ce qui était monument, c'était pas dans notre perspective, dans notre idée en fait, c'est parce qu'on n'y pensait pas. Et c'est vrai qu'en fait ça nous challenge beaucoup, ça nous ouvre à la fois beaucoup d'idées de recherche agronomique, donc à travers la conservation des plantes. Là, on est parti sur des plantes qui étaient assez facilement trouvables au niveau de la semence, mais ça nous ouvre aussi des portes pour aller sur des plantes qui sont plus rares ou qui disparaissent doucement, pour essayer de les réintroduire, de les conserver. Donc c'est vrai que ça nous offre au niveau de la recherche agronomique beaucoup d'idées. Et aussi au niveau tout simplement du marketing et de la communication. Donc c'est vrai qu'on aime beaucoup faire des BD, des blogs sur tout ce qui touche à la plante de manière générale. Et on s'est du coup ouvert à beaucoup d'idées sur et au fait comment c'était
le végétal au XVIIIe siècle, donc comment c'était la parfumerie au XVIIIe siècle. Et donc, du coup, aussi sur ce domaine-là, ça nous donne plein d'idées et ça nous motive beaucoup. Merci. Nous sommes chez Station E très fiers de travailler pour le CMN. Je trouve déjà l'idée extrêmement belle que la mobilité du futur soit en partenariat avec des monuments historiques. Je trouve l'idée belle déjà. Après, le principal enjeu pour une station de Station E, même si la station s'installe en une journée, en 8 heures, c'est l'enjeu vis-à-vis des monuments, c'est l'impact visuel en fait d'une station. C'est pour ça que le fait de travailler avec le CMN nous permet de travailler sur la façon d'intégrer la station dans un environnement qui est sensible et beau, voilà. Et donc c'est cet aspect-là qui me semble important de souligner. En plus, effectivement, de pouvoir collaborer. Je pense que on pourra collaborer avec Canopée. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Voilà. Et donc, c'est un peu notre retour sur la collaboration avec le CMN qui est très fructueuse en termes d'élégance esthétique de la station. Et voilà. Alliage aussi de cette double expérience qui est la charge et la visite, qui est l'enjeu pour nous aussi de tester sur l'arrivée de potentiels visiteurs qui seraient à la recherche de ce nouveau mode de charge, enfin nouveau, disons qui va aujourd'hui devenir de plus en plus demandé, et à l'inverse d'avoir aussi la possibilité de venir chez nous visiter lorsqu'on se charge. Voilà. Donc c'est cet enjeu-là qui est à la frontière aussi de nos besoins et de votre offre qu'on souhaite tester. Absolument. Et c'est charge plus les autres services. Hein. Je parlais tout à l'heure d'équipements de communication, de télécommunication. Si effectivement certaines zones sont dans des zones grises ou des zones blanches en termes de télécommunication, Station E sera même, avec ses partenaires qui sont Orange, Bouygues, Free, SFR, d'apporter justement une couverture, des services numériques. Et pour nous, des services numériques, de l'e-billetterie au service de visite complémentaire. Réalité augmentée, etc. Voilà. Merci. De notre côté, on a été incroyablement accompagné par l'incubateur du patrimoine. Je pense sur plein de points différents. Le premier, c'est tout simplement le choix du lieu, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à 100 et quelques monuments. Enfin, on a l'impression d'être dans un magasin de bonbons où on peut choisir celui dans lequel on a envie de faire notre expérimentation. Nous, on a choisi la Gironde. En l'occurrence, on nous a proposé un lieu, on nous a dit allons faire une visite. En fait, ce que j'ai beaucoup apprécié dans la pratique de l'incubateur du patrimoine, c'est qu'il ne force pas les choses, il s'adapte à notre façon de travailler. Nous, c'était certainement le projet le plus en amorçage par rapport aux autres qui étaient vachement plus structurés. Et on a ressenti un vrai accompagnement là-dessus, que ce soit par les équipes de l'incubateur du patrimoine, mais aussi directement dans le monument, où on sent un réel attrait à l'idée de vouloir bousculer un peu les choses pour le monument en question. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des porteurs de projets dans la salle ? Oui. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos entrepreneurs ou autour de l'incubateur plus particulièrement ? C'est le type de programme d'accompagnement qui pourrait répondre que vous chercheriez, ou vous étiez curieux d'en entendre plus ? Des questions, non ? Oui. Merci. Oui, des questions de curiosité. Est-ce que parmi vous, il y en a qui pensent continuer de travailler avec les monuments après l'incubation ? Est-ce qu'il y a des projets qui peuvent émaner qui sont pertinents pour vous ? Commencer par répondre. Je pense que à partir du moment où il y a des assets numériques et qu'il y a besoin aussi de décarboner, d'avoir quelque chose de plus vertueux sur le numérique en général, et particulièrement pour les quantités, tout ce qui va être... J'intervenais dans une conférence mardi, donc 50% des flux sont liés à la culture, aujourd'hui, des flux d'échange de data. Donc je pense oui, il y a un intérêt pour continuer après, au-delà de l'expérimentation,
partir du moment où on va être capable de pouvoir démontrer qu'on peut faire des mesures, on a un hébergement qui est vertueux, je pense que c'est naturellement qu'on va continuer à collaborer. Je pense de toute façon que chacune des solutions ici présentes sont totalement réplicables. C'est clairement le but aussi de l'incubateur, c'est de tester une solution dans un endroit précis et ensuite observer en effet les résultats, les retours d'expérience, les retours de la solution et de proposer justement cette offre, de pouvoir la déployer sur d'autres sites justement en adaptant peut-être un peu plus l'offre si on voit qu'il y a des choses qu'il faudrait mettre en plus, en moins par exemple. Mais oui, c'est clairement le but et c'est pour ça qu'on est là et si ça se réplique, on serait les plus heureux du monde, hein, très clairement. Et nous, on prépare aussi les entrepreneurs à tout le marché qui s'ouvre derrière, au-delà du patrimoine ou de réseau CMN. Voilà, on a 40 000 sites en France. On peut aussi se déployer sur des terrains qui sont assez similaires en termes d'attente de parcours visiteurs. Donc, c'est tout à fait l'enjeu de se répliquer, se diffuser et de passer à l'échelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. C'est vrai que ce qui nous manquerait plus, c'est de l'automatisation, revenir l'exploitation, que justement d'avoir non pas de l'expérimentation, et il y a peut-être moyen au-delà de la d'aller faire justement cette démarche-là. Oui, tout à fait. En fait, nous, on prend justement des projets qui sont à la fois assez matures pour permettre en un an de déployer un produit, une solution dans nos monuments, avec tout de même une marge de progression et de test en fait qui n'a jamais été faite encore. C'est pour ça qu'on n'est pas non plus dans notre appel à candidature. Vous allez voir, on n'est pas non plus dans une démarche de pré-commercialisation. En fait, on cherche quand même l'enjeu, le petit delta en fait où on va pouvoir améliorer le produit et la solution avant que lui puisse être déployé et commandé. Donc c'est vraiment notre enjeu, nous, quand on cherche des projets et quand on les met en œuvre, c'est d'aller chercher soit des entreprises qui n'ont pas encore en elles-mêmes, enfin dans leurs ADN, testé dans le patrimoine. Donc en fait, elles sont pas prêtes à répondre à des marchés, à des appels d'offres, à des commandes. Elles n'auraient pas passé ce cap-là parce qu'elles n'ont pas l'expérience, parce que il manque parfois un volet lié au patrimoine historique et aux réglementations MH, qui est quand même quelque chose qu'il faut avoir expérimenté pour pouvoir être à même de répondre. Ou alors des projets qui sont déjà sortis mais qui demandent à se structurer en tant qu'entreprise. Donc on a vraiment cette marge-là dans les deux champs, soit dans les entreprises culturelles, soit les entreprises hors du secteur culturel qui ont besoin de faire leurs preuves. Donc on ne peut pas mettre sur le même niveau, en tout cas nous, au stade où on recrute nos startups, nos porteurs de projets, on ne peut pas les mettre au même niveau qu'une commande. Mais l'idée, c'est justement de les emmener à ça. Je vous rappelle d'ailleurs que la semaine prochaine, vous avez une formation sur comment répondre à un marché public. Ça, c'est la formation phare de notre programme, où nos juristes font ce travail aussi d'inverser leur point de vue plutôt que d'écrire le marché. Ils sont aussi là pour se mettre à la place d'un entrepreneur, pour les aider demain peut-être à répondre. Donc, on est vraiment dans cet accompagnement-là jusqu'à la commande. Mais l'enjeu, c'est tout à fait de prendre cette distance-là quand on recrute. Donc, c'est ça qui est intéressant. Si je peux ajouter quelque chose, on est aussi très accompagné tout le long de l'année d'incubation, avec notamment donc le tandem qui nous pousse beaucoup. C'est l'agence de designers qui travaille avec nous en termes d'accompagnement. Qui nous permet en fait de concevoir, pour nous qui sommes souvent un peu amateurs dans ce domaine-là, de concevoir une expérience visiteur qui justement s'inscrit bien dans le monument qu'on a sélectionné, avec lequel on travaille, et faire des tests et rectifier notre expérience au fur et à mesure pour qu'à la fin ce soit quelque chose de vraiment sympa et qui plaît aux visiteurs du lieu en fait.
sens que vous faites formidable. Et je crois que c'est le temps, pas seulement pas seulement visuellement, Merci. Voilà. Il nous reste 1 minute s'il y a une dernière question. Oui. Alors, j'ai une question très pragmatique. Donc, si j'ai compris que l'ensemble des projets irriguent le territoire, je veux savoir si l'incubateur était à Paris, en Ile-de-France, et si on répondait à dans quelle mesure ça nécessitait du présentiel. Voilà. Merci de poser cette question. Je n'ai pas précisé que nous n'offrons pas d'hébergement. Nous ne sommes pas un incubateur voilà, au sens peut-être classique avec un hébergement où vous pouvez vous rendre tous les jours. Donc, quand vous souscrivez au projet et que vous êtes sélectionné, l'enjeu, c'est vraiment de mener cette expérimentation tout au long de l'année dans un monument qui peut être en effet dans toute la France, qu'on choisit ensemble. Si vous avez des contraintes, on y tient aussi rigueur. Mais il n'y a pas de présence demandée du tout. Voilà, c'est pour ça qu'on a des modalités de travail très différentes, de la résidence en fonction des besoins à la visite, voilà, l'installation sur site où on va avoir un monitoring plutôt à distance sur ce type de projet, aux visites voilà, lors d'événementiels. Donc non, il n'y a pas d'enjeu d'être là. Il faut juste être disponible sur l'année quand même. Voilà, donc de septembre à septembre en général, pour pouvoir participer à cette expérimentation. Voilà. Merci.